Je crois qu'on va démarrer si vous en êtes d'accord. D'accord. OK, vous êtes tous prêts? Bon. Bah, écoutez, merci encore d'être là ce matin. Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce 9e débat FitTrust Entrepreneur. Ce matin, nous accueillons Frédéric Bardot, président de Simplon, et François Le Picard, associé chez Istra. Xavier Thoron, associé chez FitTrust Partenaires, apportera également son éclairage à ce débat que nous avons voulu sur les alliances entre les entreprises à impact et les grands groupes. Pourquoi un tel débat aujourd'hui? Quelques mots d'abord sur FitTrust. Nous sommes une société de gestion engagée pour l'impact depuis 2003. Avec les grandes entreprises cotées, nous menons des actions d'engagement actionnarial pour faire évoluer leurs pratiques environnementales et sociales. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous investissons au capital d'entreprises à impact social non cotées pour financer et accompagner leur développement sur le temps long. Notre thèse d'investissement est centrée sur le capital humain et l'inclusion. Nous sommes ainsi entrés au capital de Simplon en 2017, qui depuis a noué un certain nombre de partenariats avec des grands groupes comme Meta, Microsoft ou encore Orange. Souvent, ces entreprises à impact social réfléchissent à de telles alliances avec de grands groupes, principalement pour démultiplier leur impact. Pour que ces alliances aient toutes les chances de réussir, un certain nombre de conditions préalables doivent être remplies, et c'est ce que nous allons voir ce matin. Je laisse la place à Frédéric Villot, fondateur de Mediatico, qui va animer ce débat. N'oubliez pas de nous transmettre sur le chat qui est à votre disposition toutes vos questions qui seront posées à la fin du débat. Et s'il vous plaît, de couper le son de vos micros. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie de Beaumont. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour animer ce 9e débat FitTrust Entrepreneur. Vous savez peut-être que la construction des ponts entre les entreprises et les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est un des sujets qui nous intéresse au plus haut point depuis notre création chez Mediatico.fr. C'est un média de l'économie sociale et solidaire. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer? D'abord qu'on utilise beaucoup de mots différents pour parler de ces ponts. On peut parler de passerelle, d'alliance, de partenariat. On peut même aller parfois jusqu'au terme d'hybridation quand on pousse la réflexion jusqu'au bout. Mais au fond, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est comment faire ensemble pour changer le système, pour obtenir plus d'impact social ou environnemental, mais sans tomber dans certains pièges qu'on abordera aussi pendant ce web débat. Donc, on va évoquer tout ça aujourd'hui et pour en parler, nous avons donc trois invités que Stéphanie a cités et qu'on remercie d'être avec nous. Xavier Thoron, donc directeur de l'investissement chez FitTrust, Frédéric Bardot, qui est président de Simplon, c'est une école de formation au numérique, et François Le Picard, qui est associé chez Istra, un cabinet de conseil en stratégie sur l'impact social et environnemental. Vous allez donc pouvoir leur poser vos questions. Stéphanie exprimera les questions que vous allez poser dans le chat d'ici une quarantaine de minutes environ. Mais d'abord, je vais leur demander de se présenter, de présenter leur structure en quelques mots, notamment quelques chiffres clés, et on va commencer par Simplon, Frédéric Bardot. Quelques chiffres clés, et puis les objectifs d'impact aussi de Simplon. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Donc, Simplon, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis 2013. Et en fait, c'est un réseau d'écoles qui forme gratuitement des demandeurs d'emploi et aussi des salariés en reconversion au métier du numérique. On a 120 écoles dans 23 pays. On a formé 30 000 personnes et maintenant, on forme 7 000 personnes par an. Merci Frédéric. François Le Picard chez Istra. Oui, bonjour à tous. Donc, Istra est une boîte de conseil qui a fêté son 15e anniversaire le mois dernier. Donc, créé en 2009, 25 personnes. Istra est un cabinet de conseil donc, dont l'objectif est d'accompagner le passage à l'échelle des innovations sociales. Donc, en fait, ce que nous faisons, nous aidons des entrepreneurs sociaux, qu'ils soient corporate ou indépendants, à faire croître leur business. Et pour le faire, on a commencé dès le début à travailler avec des grands corporates, considérant que c'était des machines à répliquer exceptionnelles pour porter la croissance de ces modèles d'entrepreneuriat social. Merci François, bon anniversaire alors. Faut bien Voilà, merci. commencer. Et chez FitTrust aussi, il y a un anniversaire, donc on va passer la parole à Xavier Thoron. Xavier, quelques chiffres clés sur FitTrust et puis vos objectifs d'impact.
sans vouloir faire de concours, effectivement, nous venons de fêter nos 20 ans. Et depuis 20 ans, donc, Fitrust est un investisseur en capital dans des entreprises à fort impact social. On a accompagné une quarantaine d'entreprises depuis l'origine. On gère 70 millions d'euros à peu près de capital, avec notamment une levée significative d'un nouveau fonds l'année dernière, qui va nous permettre d'accompagner des entreprises qui apportent un service vital à des gens qui n'y ont pas accès. Donc c'est le cas de la formation, comme Simplon qu'on accompagne, mais également de gens qui n'ont pas de travail. Et donc on est très impliqué dans l'insertion par l'emploi. C'est dans ce domaine-là que je donnerai tout à l'heure quelques exemples. Alors Xavier, vous êtes le partenaire financier de bon nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes partenaire de combien de structures aujourd'hui? Je pourrais retourner la question. Vous avez combien de partenaires? Mais enfin, vous êtes le partenaire de combien de structures? Historiquement, on a investi dans plus de 50 entreprises. Aujourd'hui, on en a une grosse trentaine en France, en Europe, et un petit peu en Afrique et un petit peu en Asie du Sud-Est. Alors, vous avez différents fonds d'investissement. Vous êtes uniquement un partenaire financier ou votre partenariat va plus loin que le partenariat Alors, financier? nous sommes avant tout un partenaire financier, donc on apporte du capital dans des entreprises, mais ça va, comme vous l'évoquez, un peu très au-delà, puisque à chaque fois, on accompagne des entreprises qui sont souvent très en amont, en train de définir leur modèle économique, on accompagne souvent de jeunes entrepreneurs, parfois frais émolus de l'école de commerce, et donc ils sont, au-delà des capitaux que nous apportons, il y a également un coaching, un soutien des dirigeants qui sont apportés par des membres de l'équipe, mais notamment plus particulièrement par des actionnaires de Fitrust Partenaires, qui sont tous des entrepreneurs qui souvent ont revendu leur entreprise et qui ont un souci de redonner un petit peu leur expérience pour aider des gens qui ont des projets ambitieux, très sociaux, mais qui n'ont pas encore découvert toutes les complexités de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est un atout qui est assez important pour accompagner nos entrepreneurs sociaux. François Le Picard, chez Istra, vous avez combien de partenaires aujourd'hui et de quelle nature sont vos partenariats? Oui, alors nous, on est plutôt des créateurs de partenariats que des partenaires en tant que tels. Néanmoins, au début avec des grands corporates et ensuite avec des institutions comme la Gates ou la l'AFD, on a été amené à construire des programmes de long cours pour développer des projets. Mais nous sommes des consultants, donc nous ne revendiquons pas d'appropriation sur ces partenariats. En revanche, on a contribué à soutenir un grand nombre de partenariats, j'y reviendrai plus tard. Frédéric Bardot, vous, donc depuis 2013, vous avez des grands partenaires dans le monde de la tech, évidemment, mais faites-nous un petit peu le portrait de l'ensemble des partenariats que vous avez déjà noués. Stéphanie l'a dit, les entrepreneurs à impact, ils cherchent l'impact maximum. Donc, il y a l'impact direct et l'impact indirect. Et donc, nous, notre métier, c'est la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Et donc, on est en partenariat naturel avec des politiques publiques, qu'elles soient au niveau européen, au niveau national, au niveau régional. Donc, l'État, les collectivités locales sont nos partenaires de premier rang, on va dire, et France Travail ou des gens comme ça. Et après, on est en partenariat avec effectivement l'écosystème de la technologie, donc les grands acteurs de la tech et les grands employeurs aussi, hein, qui sont souvent des groupes du CAC 40 et avec lesquels, pour répondre à leurs besoins de recrutement, en fait, on noue des partenariats. Mais c'est vrai que ce qu'on va plutôt développer ce matin, c'est plutôt les partenaires qu'on a et qui sont des grandes entreprises que tout le monde connaît, qui sont immenses au niveau mondial et qui sont clairement les 2, 3, 4 premières capitalisations boursières mondiales, hein, donc Microsoft, Apple, Meta, et puis aussi des gens qui ne sont pas dans le top 5, mais qui sont des grosses entreprises comme Orange. Est-ce que ces partenariats, Frédéric, ils sont à la racine même de la création de Simplon, ou est-ce qu'en fait, au départ, je ne sais pas, est-ce que par exemple c'est dès les statuts de Simplon qu'on sait qu'il va y avoir des partenariats, ou ça se construit au fil du temps, au bout de 2, 3 ans d'aventure entrepreneuriale? Là, c'est une bonne question parce que en fait, moi, j'avais complètement sous-estimé l'importance que ces partenaires-là auraient dans notre modèle d'impact et dans notre modèle économique. On savait qu'on aurait des partenariats publics, voilà, de financement, de la formation professionnelle, de Pôle emploi à l'époque, ça s'appelait Pôle emploi. Et on savait qu'à l'autre bout de la chaîne, on aurait des employeurs.
Mais c'est vrai que comme Apple, Meta et Microsoft ne sont ni l'un ni l'autre, en fait, ils ne sont pas employeurs, hein, ce n'est pas eux qui emploient les Simploniens et les Simploniennes à la fin des formations et qui ne sont pas non plus dans le cadre d'une politique publique. Moi, j'avais effectivement pas forcément ça dans le radar, mais très très vite, dès qu'on est sorti du bois et qu'on a commencé à démontrer qu'on avait de l'impact, on a été contacté par ces acteurs-là qui se sont trouvés hyper intéressés par notre modèle parce qu'ils agissent comme des philanthropes, comme des gens qui veulent avoir un impact positif en termes d'employabilité dans l'écosystème numérique, et aussi parce qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait plein de gens bien formés sur leur technologie et dans leur écosystème pour le nourrir, parce qu'il n'y a pas de business s'il n'y a personne pour mettre en production tous leurs écosystèmes technologiques. Voilà, donc on a découvert la logique de l'écosystème, et donc on avait un peu sous-estimé, mais ils sont là depuis le début, et à mon avis, voilà, ils ont une part presque, je sais pas, c'est un tiers, un gros tiers hein, de l'activité de Simplon en termes de financement, ce sont ces partenariats-là. Donc, ça veut dire que la clé quand même de ces partenariats, c'est l'aspect financier. C'est faire vivre la structure, c'est lui permettre d'avancer, de se développer, c'est ça? Alors, il y a un double levier, hein, il y a un levier financier qui est, bien entendu, c'est des entreprises qui ont beaucoup de moyens, et donc forcément, ça nous aide beaucoup on va dire, à déployer des programmes. Mais je crois qu'au-delà de l'argent, le plus impactant, c'est que ce sont des acteurs de référence qui apportent une crédibilité très forte à Simplon, hein. On a annoncé il y a quelques semaines un partenariat sur l'IA générative avec Meta. Moi, tout le monde ne me parle que de ça, parce que en fait, tout le monde a vu passer ce truc-là. Et donc ça, c'est très important. Et puis, quelque chose qu'on avait un peu sous-estimé, mais qui nous intéressait depuis le début, par exemple avec Microsoft. Microsoft, c'est 10 000 partenaires, 10 000 clients hein, des technologies Microsoft. Et donc, quand Microsoft demande à ces 10 000 partenaires de quoi vous avez besoin comme emploi, comme alternant et tout ça, en fait, c'est une caisse de résonance extraordinaire hein, qui nous permet de mutualiser notre recherche et on a accès à toutes ces entreprises. Et nous, notre vie, c'est pas former des gens, c'est qu'ils trouvent des jobs et eux, ils ont accès à 10 000 jobs. Et donc voilà, cet effet de levier-là, il est presque aussi important que l'argent. Et en plus, il conditionne des aides qu'on peut avoir de France Travail. Donc en fait, quand ils nous trouvent des jobs, nous, on peut leverager ça en termes de financement en plus. Donc c'est un double financement, quoi, direct et indirect. Antoine Picard, est-ce que les partenariats que vous opérez, est-ce qu'ils, en général, ils se nouent dès la création de la structure ou ils peuvent intervenir tout au long de la vie des entreprises? Alors, oui, ça dépend. Enfin, évidemment, vous allez me répondre, ça se fait quand on veut, mais quels sont ceux qui marchent le mieux, en fait? C'est ça la vraie question. Oui, alors, enfin, ça dépend quand même de certains facteurs. Ça dépend en fait de qui est l'initiateur de la demande. Pour les entrepreneurs sociaux, il est quand même recommandé d'avoir acquis un peu de maturité dans le développement du business model en tout cas pour ce qui est des partenariats avec les grandes entreprises, avant de pouvoir rentrer dans un partenariat. En revanche, et sans oublier le rôle éminent des investisseurs impact, il y a aussi des partenariats qui se font avec certaines organisations philanthropiques qui, elles, peuvent se faire très en amont. De manière générale, enfin, ISTRA est né du constat que les entrepreneurs sociaux avaient du mal à passer à l'échelle. L'optique partenariale est la première chose sur laquelle on a travaillé dès la création. Partenariat entre les grandes entreprises, soit à travers de coalitions comme le Talent Board Coalition, le GDC, etc., ou partenariat entre les entreprises et les entrepreneurs sociaux. Souvent l'un et l'autre, d'ailleurs. Voilà. Alors je rappelle au public que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet chat, enfin dans l'onglet, oui, un petit bouton en bas. François, je reste avec vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un partenariat réussi? Oui, alors, un partenariat, pour être réussi, il faut qu'on ait un petit peu de recul dessus. Donc, je vais plonger dans les archives d'ISTRA. Pour parler de la naissance du partenariat entre Total et Delight. Donc, Delight est aujourd'hui un des deux leaders du solaire à domicile, du solaire off-grid à domicile, dans les pays en voie de développement. À l'époque, on travaillait en fait pour Total, qui cherchait à développer une activité de distribution de produits solaires. Et donc, on les a aidés à essayer de sélectionner un certain nombre de fournisseurs qui, en 2010, étaient tous très petits et tous tout au début. Et donc,
le projet, à l'époque, qui s'appelait Awango, a décidé de soutenir un certain nombre de ses acteurs, et dont en particulier Delight, pour les aider justement en mettant à leur service et leur marque et leur réseau de distribution à accélérer leur croissance. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont apporté et qu'est-ce que Alors, ça a donné à la voilà. suite de ce projet? Donc, ce qu'ils ont apporté, c'est le plus gros réseau de distribution en Afrique, à travers les stations Total, stations et d'ailleurs points d'approvisionnement en gaz, suivant les pays, et, euh, et leur marque. Sachant que à ses débuts du marché, il y avait quand même un vrai problème de confiance sur ces produits innovants que les gens regardaient d'un œil bizarre et dont d'ailleurs la qualité est quand même était relativement variable. Donc Total, en imposant sa marque, donnait une garantie de qualité qui inspirait la confiance et qui effectivement a permis une explosion des ventes des fournisseurs retenus. Euh, Sachant que du coup la demande était un tout petit peu excessive pour Delight, ça les amenait aussi à investir dans la société. Alors, part qu'ils ont revendu depuis lors pour financer le plan d'investissement de la structure pour pouvoir effectivement monter en puissance à la vitesse. Donc, ça a été un gros accélérateur de Delight qui à l'époque était un des nombreux acteurs, mais même pas le leader en fait dans son secteur, et qui est devenu, comme je le disais tout à l'heure, un des deux grands acteurs du Solar Home System, donc du système solaire à domicile dans les pays de développement. Une histoire comme celle-là, c'est assez rare comme type de partenariat où en fait vous en voyez beaucoup. Alors, la plupart des partenariats qu'on a vus ont plutôt raté. Ah, c'est intéressant Soyons de clairs. l'expliquer. Ça rate parfois les partenariats, d'accord. Ça rate plus souvent que ça ne réussit. Alors, ça peut rater de plusieurs façons. Ça peut vraiment rater. Ça, c'est plutôt plus rare. Ça peut surtout, on va dire, plafonner très vite pour tomber en désuétude par perte d'intérêt du corporate ou d'ailleurs perte d'intérêt de la société elle-même. Et donc, il y a plusieurs raisons à ça. Alors, je ne sais pas, François, je ne sais pas s'il faut parler tout de suite des raisons qui font qu'un D'accord. partenariat rate. On va tenir le public en haleine, on va en parler à la fin, d'accord? Mais là, on va rester pour l'instant sur les initiatives positives. Donc, je vais demander à Frédéric. Frédéric, vous avez parlé tout à l'heure de Meta et l'IA générative. Enfin, vous avez noué plein de partenariats. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un partenariat réussi? Bah, c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur hein, dans l'histoire, ça dépend. Mais non, un partenariat réussi, c'est un partenariat équilibré, même si on se dit bah, une petite boîte de l'ESS et un grand géant de la tech, c'est pas du tout équilibré. Si en fait il y a des moyens d'équilibrer les choses, c'est équilibré déjà en termes d'objectifs, hein. C'est-à-dire que chacun a mis sur la table quels sont ses objectifs, il y a une espèce de clarté, de transparence sur qui veut quoi, et, quelles sont les choses qui feront que le partenariat sera réussi dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans. Donc ça, il faut que ce soit très clair depuis le début. Il y a aussi un équilibre et une symétrie qui se fait en termes d'interlocuteurs, hein. Nous, à Simplon, on n'a pas de liste noire de gens avec qui on ne veut pas travailler parce qu'ils ne seraient pas fréquentables, etc. Nous, on regarde en fait qui sont les gens en face de nous. Donc peut-être François reviendra sur le fait que c'est compliqué des fois d'avoir des gens qui disparaissent et qui ont noué un partenariat et qui sont remplacés par d'autres gens. Nous, ça n'est pas le cas sur Microsoft et sur les autres. On a toujours les mêmes interlocuteurs depuis le début. Ça, c'est très important. C'est vraiment un facteur clé de réussite. Et puis après, il y a vraiment cette complémentarité où chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il amène au partenariat. Et ça, c'est vraiment la chose la plus puissante et la plus évidente, hein. Alors, un exemple concret, justement, je ne sais pas de quel exemple on parle, est-ce que c'est Microsoft, est-ce que c'est Ouais, Meta? Microsoft, c'est vraiment le truc le plus emblématique, hein. Nous, Alors, on ils a apportent quoi, Microsoft, par exemple, à Simplon? Alors, ils apportent de l'argent, ils apportent une expertise technologique, hein, clairement. Ils apportent aussi tout leur écosystème de partenaires, donc qui fournissent en fait des promesses d'embauche pour embaucher des alternants Simplon. Et puis nous, bah, on fait notre métier, c'est-à-dire on sait sourcer des publics éloignés de l'emploi, on sait former des publics éloignés de l'emploi, et on sait financer tout ça avec des financements publics et faire du cofinancement avec les financements de Simplon, de Est-ce Microsoft.
Est-ce que, comme le disait François, est-ce que Microsoft apporte aussi sa marque et donc un gage de confiance? C'est Oui, oui, bien important pour le sûr. marché. Mais j'ai envie de dire, là, c'est là où on vient sur l'histoire de l'équilibre, c'est le contraire est vrai. C'est-à-dire que Ah, alors, Simplon, non, mais c'est-à-dire, Simplon apporte sa marque aussi à Microsoft qui peut effectivement dire qu'il est en partenariat avec un acteur à impact. Et c'est pour ça que le programme qu'on a avec eux, hein, depuis plus de 5 ans, il s'appelle les écoles Microsoft by Simplon. C'est-à-dire que dans le branding du programme, il y a vraiment les deux marques. Et c'est pas rien, hein, d'avoir sa marque à côté d'un d'un titan comme Microsoft. Mais là encore, c'est parce qu'il y a un intérêt bien compris. Si c'était des écoles Microsoft, bah, certainement que Pôle emploi ou les acteurs se diraient, bon, bah, moi, j'ai pas envie de travailler avec des écoles Microsoft. Mais travailler avec des écoles Microsoft by Simplon, ça, pour le coup, ça fait sens. Donc, il y a vraiment, on en parlait en préparant, hein, une instrumentalisation réciproque, hein. alors je veux bien qu'on creuse un petit peu cette question-là. On comprend ce que vous venez chercher dans un partenariat. Qu'est-ce que le partenaire, le gros partenaire, qu'est-ce qu'il vient chercher dans un partenariat avec un petit acteur de l'ESS, même si Simplon est déjà assez gros? Bah, il vient chercher des éléments de preuve de sa politique RSE, ESG et de sa politique de diversité, de son engagement pour l'écosystème, hein, clairement, hein. C'est au-delà des déclarations et des rapports RSE, bah, pour le coup, là, il y a un élément de preuve très fort, hein, parce que pour le coup, c'est un problème qui est très intégré, hein. Il y a des gens chez Microsoft qui ne travaillent quasiment que pour le partenariat avec Simplon et vice-versa, hein. Chez Simplon, il y a des gens qui ne travaillent que sur la partie Microsoft, donc c'est très intégré. Il y a même comment dire, des initiatives commerciales. Il y a certains commerciaux chez Microsoft, quand ils arrivent à trouver des alternances pour les écoles Microsoft by Simplon, ils ont des financements. Donc, ils ont des primes. Donc, en fait, c'est vraiment très, très intégré, hein. Et donc, ce qu'ils viennent chercher, c'est ça. C'est des questions aussi de réputation. C'est pouvoir discuter avec France Travail, avec les exécutifs régionaux, avec Valérie Pécresse, avec Bertrand, avec tout ça. Et puis, bien sûr, une visibilité médiatique, hein, puisque à chaque fois qu'on a des belles histoires, on en fait parler dans la presse et sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, ce que je ne veux pas, c'est qu'on se dise que c'est une logique de réputation, parce que s'ils faisaient ça, ils pourraient acheter de la pub ou faire d'autres trucs. Pour ce comité et s'engager comme ça, en fait, il y a aussi un intérêt business derrière qui est très fort, hein, qui est que les 10 000 personnes qui utilisent les solutions Microsoft, vraiment, elles n'arrivent pas à recruter. Et donc, vraiment, il y a le besoin de marché derrière, c'est que ces personnes-là, elles ont besoin de profils et que nous, on leur amène des gens formés aux petits oignons sur un plateau via ce partenariat. Donc là, ouais, il y a de la réputation, du business et de la philanthropie. Il y a vraiment les trois. Et c'est ça qui fait que ça marche bien et que ça marche longtemps, quoi. Et que ça marche en France, mais qu'on l'a étendu dans plein d'autres pays. Et en plus, vous l'avez étendu. C'est ça. Xavier Tauron chez Fitrust, c'est quoi pour vous un partenariat réussi? Est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou deux exemples? Oui, bien sûr. Donc, nous accompagnons des entreprises sociales qui sont au départ petites et qui ont vocation à grandir, qui traitent un sujet très social, qui est peu traité ou pas traité du tout, ou mal traité par la société en général et par les grandes entreprises. Donc, on n'a pas vocation à être directement dans ces joint ventures, dans ces partenariats, mais ce sont nos participations qui ont ces relations avec des grands groupes. On en a accompagné indirectement 4, 3 chez Lavarab et une chez Lemon Tree. Dans les 4 cas, il s'agit d'insertion par l'emploi. Si je commence par Lemon Tree, c'est une entreprise intéressante créée par 2 jeunes qui sont connus très tôt à l'école, c'est l'exemple un peu que je prenais tout à l'heure, qui se sont spécialisés dans la collecte de déchets. À l'époque, sujet pas très glamour, qui maintenant est très, très mainstream, très de tendance. Et donc, ils récupéraient entre autres les bouteilles en PET d'eau minérale. Donc, du coup, qui dit eau minérale dit Danone. Ils étaient forcément en contact avec Danone et Nestlé, qui étaient leurs 2 gros partenaires, qui avaient un intérêt à ce que cette collecte progresse et qui a donc participé à des financements de machines et de systèmes de collecte. Mais surtout, et c'est ça qui nous a permis d'investir chez Lemon Tree, Danone a aidé Lemon Tree avec la fondation des grandes entreprises La Face à créer une société d'insertion, Lemonade, qui en fait est devenue, qui est une filiale aujourd'hui de Lemon Tree, et qui fait qu'au volet environnemental, récupération des déchets, économie circulaire, on a ajouté le volet social, qui est principal, qui est premier chez Fitrust, puisque ce qui nous intéresse, c'est le fait d'apporter une aide à des gens en difficulté. Et donc, c'est grâce à ce partenariat avec Danone que cette structure Lemonade a pu créer une 60aine d'emplois et qu'on a donc une entreprise qui est devenue à la fois environnementale et sociale, qui correspondait bien à nos attentes.
L'autre projet un petit peu emblématique, donc la Varap, c'est une entreprise qu'on accompagne depuis l'origine, qui aujourd'hui est devenu un des 3 ou 4 très gros acteurs de l'insertion en France, avec une très forte croissance. Et donc, ils ont généré 3 joint ventures, l'une avec Suez, l'autre avec Veolia, et la troisième, qui est peut-être celle que je prendrais comme exemple, c'est avec Schneider Electric, donc un grand de l'énergie, qui a investi dans la filiale, pour le coup, de la Varap, qui a développé une démarche originale de récupérer des containers. Étant près de Marseille, ils étaient près d'un grand port, et de récupérer ces containers pour en faire des logements sociaux. C'est le projet, ce qui est devenu une entreprise Homeblock, qui aujourd'hui installe donc des logements sociaux dans des containers qui, quand on rentre dedans, on n'imagine pas du tout l'origine de ce produit. C'est le siège social de la Varap est dans des containers, donc c'est pas juste pour les gens en difficulté, c'est quelque chose qui est pratique. Et donc ce partenariat a permis d'avancer sur plusieurs plans environnementaux en recyclant et surtout en trouvant un logement qui permet en plus, dans certains cas, aux gens qui vont occuper le dit container d'y avoir travaillé dedans. C'est le cas avec un programme avec des migrants, par exemple. Alors, qu'est-ce que vous venez chercher, vous, chez Fitreuse, dans ce type de partenariat? Il y a évidemment de la rentabilité. Et donc, c'est intéressant d'aborder ce point. Quel niveau de rentabilité vous attendez chez Fitreuse et qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez de plus dans ce type de partenariat? Alors, il faut savoir que dans ce type de partenariat, ceux qui sont à la manœuvre, ce sont les dirigeants. C'est le président ou le directeur général. Donc, c'est Frédéric Bardot qui a négocié avec ses équipes les partenariats qu'il est en train de présenter. Nous, on peut y voir on peut être favorable, puisque c'est un accélérateur. Ces entreprises ont toujours à la fois un problème de crédibilité, et souvent, en tout cas dans les domaines d'insertion que j'évoque, il y a souvent une notion un peu commerciale. Il y a un intérêt au départ pour tout le monde, c'est que l'association entre un gros qui est national, qui est référent, qui est incontournable, et un petit qui a une très forte image sociale, ça permet, quand on est groupé, de répondre aux appels d'offres et de se répartir après le travail en fonction de l'expertise et du savoir-faire de chacun. Mais on voit ça souvent, notamment dans tout ce qui est recyclage ou déchets, où en fait il y a des partenariats avec des très grosses structures, des gens comme Veolia, comme Suez, s'associent avec des petites entreprises, et souvent d'ailleurs leur délèguent la partie la plus ingrate, la plus laborieuse, qui intéresse un peu moins le grand groupe, qui est de coacher, de manager des gens difficiles, de les accompagner dans leur projet social, ce qui est la vraie valeur ajoutée d'une entreprise d'insertion, que ne sait pas faire du tout un grand groupe, et qui est assez content de le sous-traiter, avec un risque, et c'est là-dessus qu'on peut essayer d'être vigilant. Le risque, c'est que ce soit à vil prix et que l'entreprise d'insertion ait peu de moyens pour faire sa mission. Donc, c'est un des points d'attention qu'il faut avoir. Et sur la rentabilité? Je viens d'évoquer, effectivement. D'accord. Il faut l'entreprise d'insertion doit Pas de s'assurer chiffre. On qu'elle donne garde pas une de valeur chiffre. ajoutée dans l'opération, et que toute la marge n'est pas réservée à la grande entreprise. D'accord. Il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure que j'évoque là, où on est dans le métier du grand acteur, et puis il y a le cas de figure où on est hors de son métier. C'est un peu ce que fait Frédéric avec ses partenaires. C'est la formation au codage, même si c'est très important, c'est assez marginal dans le modèle économique de ces grandes structures. Dans le cas Schneider Electric, le fait de recycler des containers, c'est pas vraiment dans le métier non plus principal. Donc, quand on n'est pas dans le métier principal des grands groupes, ils peuvent se montrer un peu plus généreux et un peu moins gourmands, et donc on peut trouver des équilibres plus sains et durables, je dirais. Ok, mais on n'aura pas de chiffre aujourd'hui. François Le Picard, dites-nous ce que vous observez, vous, dans les partenariats, entre ce que vient chercher un grand partenaire, ce que vient chercher un acteur plus petit dans ce partenariat. Et je dis volontairement ce que vient chercher, parce que ce que vient chercher pour les deux, parce que je pourrais dire ce que vient chercher l'un et ce qu'attend l'autre. Mais en réalité, les deux attendent quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous observez, vous? Je vais parler des corporates d'abord. Mhm. J'ai une vision peut-être un peu plus cynique de ce que les corporates viennent chercher. Pour moi, il y a trois. Les catégories ne sont pas mutuellement exclusives, mais il y a quand même quatre grandes catégories d'acteurs. Les premiers, d'ailleurs, c'est les premiers qui ont commencé à s'impliquer. Ce sont les extractifs. Pourquoi les extractifs? Parce que vous exploitiez une carrière dans le Limousin ou une mine de fer en Afrique du Sud, de plus en plus, vous avez des contraintes de retour local. Et donc, pour obéir à ces contraintes,
on est passé du financement du stade de foot à la formation professionnelle, l'encouragement, l'investissement, etc. Et donc, ça, c'est fait avec des entreprises sociales. Et c'est historiquement les premiers acteurs, en fait, à s'être appliqués là-dessus. La deuxième grande catégorie d'acteurs, et ça, c'est vraiment un objectif business clair pour répondre à une contrainte légale. La deuxième grande catégorie d'acteurs, qui vient tout de suite après, sont les opérateurs de concession. Donc les Veolia, et là, de toute évidence, il s'agit d'un élément supplémentaire de valeur ajoutée, donc les Veolia, les Orange, dans l'insertion dans un tissu social d'un opérateur qui est en général extérieur à ce tissu, que ce soit de niveau, que ce soit à l'international ou au niveau régional. La troisième catégorie d'acteurs, dont la motivation intrinsèque business est probablement la plus faible, c'est celle des grands acteurs des biens de consommation, avec l'impact positif qui est celui de revalorisation de la marque. Néanmoins, c'est là que on va dire l'impulsion des dirigeants est la plus importante. Il y en a qui ont embrassé cette activité comme Danone, par exemple, ou Unilever, de coopération avec les entreprises sociales, d'autres qui ont un point de vue beaucoup plus réservé, et je ne citerai pas de nom. La dernière catégorie, qui est le cœur de cible de Frédéric Bardot d'ailleurs, c'est celle des entreprises dont les personnels sont à forte valeur ajoutée intellectuelle, et où là, on a une double problématique de rétention et de recrutement. Et ça participe du désir de sens de la plupart des gens employés dans la structure. Et donc, il y a un avantage direct. Ce dernier avantage est vrai aussi dans la plupart des grandes organisations où pratiquement tous les RH qui sont impliqués, bien sûr, dans la coopération avec l'entrepreneuriat social, ont développé des systèmes de mentoring, de conseil, d'appui, etc., qui impliquent les employés de la structure. Alors, Ça, c'était la partie corporate, et je vais peut-être m'arrêter là. non, continuez. Donc sur du côté du côté de l'entrepreneuriat social, typiquement, il s'agit, je vais de nouveau être aussi un peu cynique, il s'agit d'exploiter des actifs mal exploités par l'acteur corporate pour accomplir l'objectif initial d'une façon plus rapide, plus efficace, plus percutante. Et c'est dans ce sens que d'ailleurs, on trouve que les actifs intangibles des boîtes, donc les marques, les réseaux de relations, etc., finalement sont des facteurs de stabilisation, de pérennité des alliances beaucoup plus forts que ce qu'on vient chercher au début, qui sont effectivement un réseau de distribution, un débouché de production, etc. Ça devient très vite transactionnel. Alors que l'intangible, il se construit en prolongeant la collaboration. Par exemple, la marque Total a bénéficié de la qualité des produits Delight, s'est renforcée de la qualité des produits Delight dans leur administration de sa station-service. Mais il y a d'autres. Alors, il y a des partenariats avec des structures de taille très différentes, sur des secteurs différents, avec des enjeux qui ne sont pas les mêmes, mais qui vont se rencontrer à un moment et qui vont permettre de collaborer. Vous avez parlé des ressources humaines tout à l'heure. Oui. Et on voit bien qu'un bon partenariat nécessite de se comprendre. Donc d'abord, on se met autour de la table, mais ensuite, il faut se comprendre, il faut se mettre d'accord. Et en fait, il faut s'acculturer. Comment est-ce qu'on se prépare à cet enjeu d'acculturation? Alors, oui, l'acculturation ne sera jamais que partielle. J'ai parlé des grandes entreprises comme des machines à répliquer. La préoccupation numéro un d'une grande entreprise, c'est comment. Comment je fais plus efficace, moins cher, plus rapide. La préoccupation fondamentale d'un entrepreneur social, c'est pourquoi. C'est-à-dire, est-ce que ce que je fais, aide réellement
les gens que je souhaite aider. Et fondamentalement, ça mène à des priorités qui sont de nature différente. Et pour ça, donc l'acculturation, elle sera jamais complète et je souhaite pas, enfin j'espère qu'elle ne sera jamais complète. C'est-à-dire que le tout efficient des corporates, qui est un outil extraordinaire, ne répond pas nécessairement à comment est-ce que je fais pour avoir un service, comme le citait Frédéric, qui mène à l'emploi et pas à décerner une formation. Et Alors, c'est très, on très peut aller différent. assez vite, on peut aller assez vite au conflit, du coup. Et donc, à la Alors, rupture du oui, partenariat. d'une façon ou d'une autre, c'est là que je pense que Frédéric a eu beaucoup de chance chez Microsoft. Le, ça reste, euh, ça reste un contact d'individus, cette coopération. Il faut trouver dans les grandes entreprises en particulier euh, des gens que j'appelle des schizophrènes bienveillants, c'est-à-dire des gens qui considèrent que effectivement l'impact c'est très important et que il faut mitiger la poursuite obsessionnelle de l'efficience des grandes entreprises pour accompagner les choses. Et donc, oui, et ces gens-là jouent le rôle de passeurs. Euh, et effectivement, comme l'a évoqué Frédéric, quand ces gens-là, pour des raisons notamment de rotation personnelle, sortent des partenariats, en général, les partenariats traversent une période un petit peu difficile. La deuxième chose qui est vraiment importante, pour le coup, c'est les entrepreneurs sociaux. Il faut qu'ils gardent la tête froide. Les grandes entreprises obéissent à des impératifs qui sont assez différents des leurs, et leur niveau d'enthousiasme va fluctuer dans le temps. Et donc, oui, il faut s'acculturer. Oui, il faut arriver à rentrer dans les processus. Non, il faut absolument pas s'inféoder à l'acteur, euh, à l'acteur qui, à un moment ou à un autre, va avoir un plan social, une réorientation stratégique, etc., et considérer que finalement l'alliance avec l'entrepreneur social est de second ordre. Pas nécessairement pour la casser, mais en tout cas pour se désinvestir. Euh, et alors, ça, c'est un peu ce que j'ai vu quand on a aidé Delight à monter le partenariat avec Total. Il y a des moments où il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse écran entre les services achats, les services juridiques, la communication financière et l'entrepreneur social qui peut être étouffé sous les requêtes, les analyses, etc. Et donc, conseiller la grande entreprise pour lui dire, oh là là, mollo, c'est pas possible, et l'entrepreneur social en disant, là, il faut mieux dire non, tu vas voir, ça va passer, ça peut être utile. Alors, on va demander à Frédéric Bardot s'il confirme absolument tout, si son expérience est un peu différente. Frédéric, comment ça se passe? Comment on se prépare? Donc, d'abord, la première question, c'était comment on se prépare à cet enjeu d'acculturation. Et ensuite, bah oui, dans la vérité du partenariat au quotidien, comment ça se passe? Non, 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 je suis globalement d'accord. J'aurais peut-être un petit point de nuance là sur le fait qu'on ait eu de la chance en croyant à notre bonne étoile, mais aussi en disant que ce qu'on a réussi à répliquer avec tous ces énormes trucs, en fait, ça fonctionne. Donc, je me dis, on a une chance répétitive. Donc, peut-être qu'il y a un petit truc qu'on a compris et qu'on a peut-être bien industrialisé. Mais oui, oui, effectivement, l'acculturation, je parlais du fait que c'est des histoires de personnes. Donc, il faut déjà se connaître en tant que personne. Il faut que chaque personne, j'aime bien le vocable de schizophrène ou d'activistes corporate. Mais effectivement, il y a des gens chez Microsoft qui sont plus simplons que des gens de simplon, qui nous défendent face à leur propre organisation et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a des gens chez nous, notamment Louise, hein, pour ne pas la citer, qui s'occupe de ces grands partenariats-là. Parfois, elle dit, non mais attendez, là, désolé, mais simplon n'est pas à la hauteur du partenariat que nous avons avec Microsoft. Et donc, il faut qu'on se bouge les fesses parce qu'on est en dessous de ce qu'on devrait délivrer. Donc ça, c'est une acculturation, c'est la preuve que l'acculturation s'est faite. Mais après, François a tout à fait raison, hein, quand vous contractualisez
avec une machine de guerre comme Microsoft ou comme Meta ou comme Apple, quand vous avez des guidelines de communication qui sont aussi précises que celles qui nécessitent de faire un post LinkedIn ou je ne sais quoi sur une marque comme Microsoft qui est cotée au Nasdaq et qui pèse plus de 2000 milliards de dollars, bah, effectivement, ça, il faut être bien armé, il faut s'acculturer à chacune des méthodes des différents acteurs. Donc, effectivement, je corrobore voilà, assez globalement ce qu'a dit François. Je vous dis à une petite nuance près, c'est que ce qu'on a réussi à faire avec Microsoft, avec Apple, avec Meta, avec des gens comme Salesforce, avec Orange, bah, clairement, je reviens à ce que je disais, c'est vraiment l'instrumentalisation réciproque et le fait que chacun a dit clairement sur la table ce qu'il voulait et ce qu'il ne voulait pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut permettre de sortir de l'effet de chance. Mais là où François a raison, c'est que la chance qu'on a, c'est qu'on a les mêmes interlocuteurs depuis le début. Et le seul partenariat dans ceux que j'ai cités où il pourrait y avoir des échecs et des problématiques, on va y revenir, donc je ne veux pas griller la priorité des questions, c'est avec Orange, où là, effectivement, des changements d'interlocuteurs et le fait Alors, qu'on ait pas les mêmes interlocuteurs dans différents pays a, a fait foirer un peu la dynamique du partenariat. c'est ça, je voudrais insister juste sur ce point. Comment on fait pour trouver en interne, chez le grand partenaire, la bonne personne dont parlait François tout à l'heure, celui qui va être plus simplon que simplon, mais chez Microsoft. Comment on fait pour identifier cette personne-là? Bah, chez le partenaire, c'est souvent cette personne-là en fait, qui est à l'initiative du partenariat, hein, qui va donc Ah, venir vers nous. ça veut La dire que c'est pas Simplon qui est à l'origine d'un partenariat. Là, en l'occurrence, c'est eux. Bah, en l'occurrence, sur des partenariats assez structurants comme ça, c'est vrai que souvent l'appel entrant, en fait, il vient du partenaire qui nous approche et qui dit, voilà, qui nous fait passer sur le grill en disant, bah, est-ce que c'est vous le bon partenaire pour mon entreprise, quoi. Et après, il y a effectivement des aspects RH hein, pour trouver une Louise qui est capable de gérer Microsoft, Meta et Apple. Là, effectivement, c'est Oui, toute la force de la marque employeur, hein. et quand je parlais d'acculturation tout à l'heure, heureusement, il y a une Louise chez Simplon, mais enfin, il y a tout le reste des équipes. Il faut que Louise arrive à embarquer tout le monde, et ça, c'est une autre affaire en ce qui concerne l'acculturation. Ah oui, oui, c'est même ce qu'a fait pour reprendre l'exemple de Louise qui, dont les oreilles doivent siffler. Mais effectivement, Louise en interne, elle est pas forcément très appréciée de la part des équipes parce qu'elle est garante de niveau de qualité qui est attendu par Microsoft. Et donc, quand ça merdouille à Marseille, à Bordeaux ou je ne sais quoi, eh ben, en fait, c'est Louise qui vient distribuer les bons et les mauvais points en disant, mais attendez, moi j'ai un deal avec Microsoft, on a un niveau de qualité qui est attendu et donc il faut être à la hauteur. Et donc, effectivement, elle est à la fois très appréciée parce qu'elle amène un partenaire très très puissant et des financements hein, quand elle déroule quelque chose dans les territoires. Et en même temps, elle est garante du niveau de qualité qui est attendu dans le cadre de ce partenariat. Bon, alors, François disait aussi, il ne faut pas se laisser, en tant qu'entrepreneur social, se laisser embarquer par le tempo de la grande entreprise, par ses mouvements internes, etc. Il faut qu'on reste aligné. Sauf que bah, c'est évidemment pas facile. Comment est-ce qu'on fait quand on est entrepreneur social pour rester aligné et pour garder son indépendance devant une grande entreprise et devant ses mouvements internes? Bah, il y a un peu le deal de départ, hein, j'y reviens parce qu'il est vraiment fondateur, hein. Je sais pas, c'est comme dans un mariage ou comme dans un contrat. Ce que je veux dire, c'est le fait qu'on mette un peu tous les trucs sur la table et que chacun sache ce que cherche l'autre. Bah, clairement, ça permet d'éclairer, on va dire, la suite du partenariat et notamment des moments quand il y a des engueulades ou des petits problèmes, voire des changements d'interlocuteur, hein. Quand les choses sont claires au départ, ça aide. Mais après, il y a cette consanguinité hein, entre les équipes qui gèrent le partenariat, hein. Louise, elle passe son temps avec Céline de Microsoft et Louise et Céline, bah, voilà, c'est quelque chose qui permet quand, je sais pas, Microsoft a une demande, bah, je sais pas, vous savez que en ce moment, c'est l'IA générative qui est en train de booster tous ces acteurs-là et tout le monde ne parle que de ça. Quand Microsoft vous dit, bah, cette année, pour la fiscale de cette année, bah, nous, c'est cap sur l'IA générative et en fait, on continue tout ce qu'on faisait, mais il faut que tout soit à fond sur l'IA générative. Bah là, on ne peut pas dire, bah oui, mais nous, ça ne nous arrange pas, vous comprenez, on a d'autres priorités. Non, on est obligé de rentrer dans ce tempo-là et aussi de s'en servir, nous, pour démultiplier l'impact et donc pour nous adapter. Et là, il faut s'adapter très, très fortement. Et quand Simplon dit, bah désolé, vous voudriez bien qu'il y ait une école Microsoft à Pétaouchnok, mais en fait, il n'y a pas d'entreprise et puis il n'y a pas les financements, puis la région ne veut pas, bah là, Microsoft se dit, bah oui, bah, on ne va pas forcer Simplon à forcer la région
pour qu'il y ait une école dans un endroit où c'est pas possible. Donc voilà, voilà, l'intérêt bien compris et puis une espèce de négociation permanente sur l'alignement en fait qui doit rester total, quoi. C'est quand même une vraie question, celle de l'indépendance de l'entrepreneur social face à une grande entreprise, parce que il va souvent se sentir petit, il fait pas le poids, on va essayer de lui forcer la main. Alors moi, je veux bien qu'on mette tout sur la table dès le départ, mais concrètement, ça veut dire quoi? On peut se mettre autour d'une table, discuter, on croit qu'on est d'accord, mais en fait, 3 mois après, on va s'apercevoir que c'était pas tout à fait le cas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut écrire les choses. Vous signez un contrat. Oui, oui, on signe un contrat, bien entendu. Vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a des histoires de réputation, il y a des guidelines, il y a des compliance, il y a tout ce que vous voulez dans ce genre de truc. J'ai répondu un peu dans le chat sur un exemple peut-être qui va répondre à votre question. C'est si on avait accepté de la part de Microsoft l'idée que les formations qu'on déroulait avec eux n'étaient uniquement focalisées que sur la technologie de Microsoft, on se serait énormément fragilisé auprès de nos interlocuteurs publics. Et je pense qu'on se serait fragilisé en termes d'asymétrie dans le cadre du partenariat. Donc, non seulement Microsoft ne nous l'a pas donné, mais en plus, ce n'était même pas une question. Il fallait que les formations qu'on déroule se placent dans un cadre agnostique. Les gens qui sont formés dans le cadre des écoles Microsoft by Simplon, ils ne sont pas formés que aux technologies Microsoft. Parce que sinon, là, on devient en fait un agent en fait, de la politique de business et technologique de l'opérateur. Et donc, auprès de Pôle emploi, on perd toute crédibilité. Et en plus, ce ne serait pas bon pour les apprenants. Parce que s'ils sont biberonnés que sur les technologies Microsoft, bah, s'ils ont un employeur qui est Google ou AWS ou je ne sais pas quoi, bah, en fait, on est mort. Donc ça, c'est un truc qu'il a fallu vraiment inscrire dans le marbre du partenariat et qui est maintenant un étendard en termes de communication. C'est Microsoft le premier à rappeler que non, 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 les formations Microsoft by Simplon ne sont pas axées uniquement sur les technologies Microsoft. Donc ça, c'est un des points durs, un des points clés qu'il faut absolument traiter dès le départ, quoi. Alors, est-ce qu'il faut prévoir des clauses particulières dans ce type de contrat? Qu'est-ce que vous entendez par Bah, clause si- particulière? est-ce qu'avec un petit peu d'expérience, on se dit attention, là, il y a des choses trappes, pour que je me fasse pas avoir, il faut que je prévoie une clause qui dit que, voilà, donc j'utilise des technologies que je veux, et y compris celles des concurrents. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des clauses particulières qu'on peut déjà anticiper? Bah, je reprends ma métaphore du mariage. Je pense que dans un contrat de mariage, il faut prévoir le divorce déjà, et il faut peut-être se poser les questions clés de qu'est-ce qui va se passer si ça se passe mal. Donc ça, c'est une bonne pratique. Et après, sans jeter de fleurs à François, mais je veux dire, quand vous avez un ISTRA qui vous aide à sceller ce partenariat et que, il y a des gens à barbe blanche et à grande expérience et au cuir tanné de la peau qui connaissent ce genre de trucs par cœur, bah forcément ça aide, hein. Je veux dire, nous on est un peu des bisounours aussi. Donc voilà, il y a parler de ce qui brûle dès le début pour voir aussi comment chacun réagit par rapport à son territoire et aux choses qui ne sont pas négociables de son côté. Et puis après, être accompagné et avoir des conseils avisés pour sceller aussi le partenariat. Xavier Touron, chez Fitrust, c'est quelque chose à quoi vous êtes particulièrement vigilant, l'indépendance de l'entrepreneur social au moment où vous allez signer un partenariat avec lui et avec d'autres partenaires. Oui, bien sûr. Le premier sujet, c'est de voir l'intérêt de la grande société. Est-ce que c'est uniquement de la communication RSE? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de rendre un peu à la société? Est-ce que ça a une cohérence avec la stratégie, ce qui est quand même mieux aussi? Ou alors, parce que le risque, quand c'est très marginal, c'est que ça n'avance pas très bien. Vous évoquiez la préparation et les précautions que doivent prendre l'entrepreneur social. Malheureusement, nos entrepreneurs n'ont pas tellement de temps disponible pour faire des préparations théoriques, je dirais. Par contre, faut bien voir que leur métier, c'est qu'ils ont en face d'eux des gens en difficulté et il faut soit les former, soit leur trouver un job. Et donc, il y a une mission très précise avec un cahier des charges très précis, l'entrepreneur social, avec des marges serrées au sens même financier du terme. Et donc, c'est ça un peu leur boussole par rapport à la relation avec le grand compte. La limite, c'est de dire, attendez, là, ce que vous me demandez, ce n'est pas une négociation commerciale pour savoir qui gagne ou pas, c'est vital. Moi, pour faire mon métier et pour employer des gens et les remettre à l'emploi, je ne peux pas descendre en dessous de tel niveau. Et donc, l'obligation du coup de l'entrepreneur social, c'est d'être assez professionnel, de savoir chiffrer exactement ses besoins, parce qu'il a une obligation de pérennité, lui, contrairement à la grande entreprise, il est mortel, et si sa boîte disparaît, il y a des centaines de gens qui sont à la rue, ce qui n'est pas vraiment, enfin, il n'y a pas du tout le même enjeu côté de la grande entreprise. Donc, il y a une obligation de vigilance. Et donc, ce qu'on voit le plus souvent, le risque quand ça
quand ça grasse un peu trop, c'est que le partenariat ne se développe pas, ce qui est une perte de temps, mais ce qui est moins gênant qu'un partenariat très déséquilibré où l'entrepreneur social perd à la fois son âme et de l'argent, ce qui est effectivement le schéma le plus catastrophique. François Le Picard, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, de votre côté, chez Istra, sur cette question de l'indépendance? Oui, oui, moi, je voulais revenir sur ce que vient de dire Xavier. Le, Simplon fait ça assez bien. En fait, ils ont une équipe de pitch qui construit une proposition, mais à grande brosse, et attend de voir s'il y a un intérêt manifeste de l'interlocuteur avant d'engager une deuxième phase de structuration, etc. Ma première recommandation aux entrepreneurs sociaux, c'est ça. Laissez-les venir, proposez quelque chose, mais ne surinvestissez pas dans une relation qui peut vous faire perdre beaucoup de temps et beaucoup de moyens, voire vous mettre en danger. Donc le risque du communication RSE, etc., il faut le prémunir en disant, moi je fais ça, je te propose ça, quelle est ta réaction là-dessus, à quoi tu t'engages, et à construire cet engagement sans surinvestir en se disant, c'est ma planche de salut dans la relation, parce qu'à partir du moment où on s'engouffre et on prend toutes les initiatives, il est vraiment très, 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 très difficile de rectifier la barre derrière. Donc, c'est le premier point. Le deuxième point, on a largement parlé, euh, c'est qu'il faut gérer l'entrée dans le partenariat comme une négociation, avec la rigueur nécessaire et avec on va dire encore une fois, le, la décision consciente de ne pas se laisser embarquer par son propre enthousiasme. Euh, la troisième chose, c'est de parler gouvernance relativement tôt. Donc, c'est un peu une facette de l'accord de divorce, de bien se mettre d'accord et tôt sur qui prend les décisions du côté de la grande entreprise, où ça peut être salement diffus, euh, et, euh, et quels sont les pouvoirs que se réserve l'entrepreneur social. Alors, est-ce que on va aborder ce point dont on parlait tout à l'heure, c'est les partenariats ratés. Parce qu'on peut se dire, bon, bah, on noue un partenariat pour développer son impact, sauf que peut-être que parfois on noue un partenariat qui n'a pas permis de développer son impact, ou alors qui a achoppé pour d'autres raisons, peut-être qu'il y a eu des conflits de personnes. Donc, Frédéric Bardot, ça m'intéresse d'avoir ce retour de Simplon sur voilà, des partenariats ratés. Ça existe donc aussi. Oui, oui, ça existe. Et puis à Simplon, on est passé maître dans l'art de partager nos ratages et nos échecs. On est assez connu pour ça, notamment moi, parce que c'est beaucoup plus intéressant que de partager les succès, hein. Donc effectivement, des partenariats ratés, on en a eu plein. Si je dois en décortiquer un pour faire un post-mortem, un peu, c'est le partenariat qu'on a avec Orange. Puisque là, c'est typiquement le cas d'un partenariat qui est réussi dans certains pays, raté dans l'autre, et où le ratage vient d'une inadéquation entre la stratégie du groupe et du siège et la stratégie des filiales et des pays. Donc ça, c'est un grand classique. Je vois François qui opine du chef, mais là, je veux dire, on a une zone de ratage qui est très, très importante, hein, pour prendre l'exemple de Microsoft. Donc, on travaille avec une filiale, qui est la filiale française. On fait des trucs super avec eux. Eux nous aident à aller choper des financements au niveau global et convaincre leurs autres collègues dans les autres pays de faire la même chose que ce qui se passe en France. Ça, c'est une super modalité. On n'a pas perdu de temps à faire le tour 15 fois du bocal avec le groupe pour savoir comment il fallait déployer dans plein de pays. On a commencé par des trucs qui marchaient et puis après, on a build up là-dessus. Donc ça. Sur Orange, on a vraiment perdu énormément de temps et donc d'argent à essayer de convaincre le groupe, de convaincre ses filiales de travailler avec nous. Et tant et si bien qu'on a fait des expériences qui étaient réussies au Sénégal, en Jordanie et dans d'autres pays. Et il y a eu un moment où en fait le groupe Orange s'est dit, mais dans quelle mesure est-ce qu'on a vraiment besoin de Simplon, ce qu'ils font, on peut très bien le faire nous-mêmes. Et donc la stratégie du groupe Orange, c'était de dire, ne travaillez pas avec Simplon, on peut très bien le faire nous tout seuls dans notre coin. Et donc consigne a été donnée aux filiales, hein, dans les pays de ne pas travailler avec nous parce que la stratégie groupe pouvait très bien se déployer sans Simplon, de manière directe, et y compris parfois avec des injonctions d'aller en concurrence avec nous, hein, et d'aller chercher les mêmes financements que nous pour faire la même chose que nous, mais en face de nous.
Donc ça, c'est complètement lunaire, hein, où un ancien partenaire se retrouve en face de nous dans la recherche de financement. Et malheureusement, pour la partie groupe Orange, hein, s'il y a des gens d'Orange, je pourrais m'expliquer là-dessus, mais il n'y a rien de confidentiel. En fait, les filiales préfèrent travailler avec nous plutôt que de se débrouiller toutes seules avec avoir comme interlocuteur le groupe. Donc voilà, parfois on est dans des situations où on est freiné dans le passage à l'échelle du partenariat et où on est dans des situations surréalistes où le partenaire devient notre concurrent et où le partenaire demande à sa filiale de ne pas travailler avec nous, mais la filiale, elle veut travailler avec nous parce qu'elle sait qu'elle ne pourra pas faire l'injonction de la politique du groupe sans travailler avec des acteurs comme nous, quoi. Donc voilà, sans rentrer dans tous les détails, les arcanes d'un partenariat compliqué, on va dire, pas raté, mais complexe. Non, mais c'est intéressant, merci pour ce retour d'expérience. François Le Picard, un mauvais partenariat, c'est quoi? Ça existe? Est-ce qu'il y a un Ouais. exemple? Je vais pas donner d'exemple, moi, malheureusement. En revanche, C'est délicat, c'est je peux délicat. raconter des histoires, mais il faut essayer de bien comprendre les grandes entreprises ne sont pas des animaux homogènes. Donc, je n'ai pas de recette absolue. En revanche, il y a deux, trois indicateurs qui sont importants. Le premier indicateur, c'est quels sont les actifs qui sont pilotés par les gens, les acteurs de l'entreprise. Si vous travaillez dans des usines de grande masse de l'air liquide, qui sont des machins qui coûtent quelques dizaines de milliards d'euros, vous pouvez imaginer que les prises de décision sont très centralisées et que la vision est très hiérarchique parce que la petite erreur peut coûter très, très, très cher. Dans ces entreprises, dans ce type d'entreprise-là, il est irréaliste d'avancer sans avoir un sponsor, probablement au moins au niveau COMEX, voire le CEO lui-même. D'autres entreprises, je vais prendre un exemple complètement différent, les Big Three de l'audit, au contraire, sont des entreprises extrêmement décentralisées sur des modèles partenariaux qui sont plus des fédérations d'entreprises indépendantes que des structures. Et là, il faut jouer à fond la carte du local et, comme l'a fait Frédéric d'ailleurs, la carte des interactions directes de pair à pair dans la structure locale. Donc, la réponse à la question de comment il faut s'y prendre, c'est ça dépend. Euh, J'insiste quand même sur une chose. La première, c'est attention à ne pas multiplier les proof of concept, les partenariats, les pilotes, etc., avec des gens qui ne se sont pas engagés. Et c'est facile de se tromper. Donc, clarifier les engagements de la part de l'acteur et clarifier le partenaire, la contrepartie physique, la personne avec qui vous discutez, quels sont ses niveaux de délégation et ce à quoi elle peut s'engager. La deuxième chose qui est très importante, c'est de se mettre d'accord dès l'amont sur les conditions d'exclusivité et la propriété intellectuelle. Typiquement, expliquer à une entreprise comme Orange que si Simplon travaille avec eux, ils n'ont pas le droit de faire la même chose parce que c'est de la concurrence déloyale. Évidemment, ça se plaide, mais ça, c'est très compliqué. En revanche, l'écrire en amont dans le contrat en disant bah, finalement, on ne préfère pas travailler avec vous parce qu'on a moyennement confiance, ça peut être la bonne réponse. Et d'ailleurs, ça peut déclencher quelque chose dans l'entreprise elle-même. Donc, ça, c'est les deux points sur lesquels, effectivement, je mettrai l'accent dans la création d'un partenariat pour se donner une chance de réussite. Un, comprendre le mode de fonctionnement. Enfin, il y en a trois. Un, comprendre le mode de fonctionnement de la boîte, qui n'est pas nécessairement homogène. Deuxièmement, clarifier les engagements de la contrepartie avant de s'engager à soi, construire une proportionnalité des deux parties. Et troisièmement, se mettre d'accord, clarifier en tout cas les positions sur l'exclusivité et la propriété intellectuelle. Après, Merci. il y a d'autres choses, mais oui. Alors, Xavier Thauron, voilà, est-ce que chez Fitrust, vous pouvez aussi nous faire un partage d'expérience sur des partenariats ratés? Et puis, je vais en venir à ma dernière question avant de voir les questions du public avec Stéphanie, c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon partenaire finalement? Donc, des partenariats ratés, et qu'est-ce que c'est qu'un bon partenaire? Alors, globalement, les partenariats, on ne peut pas dire qu'ils sont ratés. Je crois qu'il y en a qui ont progressé plus ou moins vite et qui ont pris plus ou moins d'ampleur. C'est plutôt ça en général.
Et je crois que pour reprendre ce qu'on vient de dire, le point le plus important, un entrepreneur social, c'est simple, c'est souvent une petite boîte qui a un modèle économique très simple, qui n'a qu'un marché, enfin qu'un métier. Et donc, ses motivations, elles sont très claires. Je les ai évoquées, c'est d'apporter un service particulier, essentiel à des personnes en difficulté, et de survivre et de se développer. Je fais ça un peu brutalement. Un grand groupe a des préoccupations très différentes. Et ce qui est important, c'est ce qu'a un peu dit François, c'est de comprendre la motivation. Et il y a beaucoup de départements. Est-ce que c'est le département RSE qui veut faire de la com sociale ou qui a vraiment envie de faire des choses, mais qui est tout là-haut dans sa tour d'ivoire? Est-ce que c'est le président de la boîte ou le DG qui a vraiment envie de faire des choses, mais qui n'est forcément pas en prise directe avec toutes les équipes sur le terrain? Est-ce que c'est un directeur d'équipe locale, mais qui est tellement proche du métier qu'il se sent un peu, on lui prend un peu de business, et en fonction de la compréhension et de l'engagement de ces différents niveaux, le succès du projet va marcher. Et sans oublier des gens auxquels on ne pense pas souvent, c'est les salariés. Si on trouve en plus du sens à donner aux salariés qui s'impliquent dans le projet, c'est un gage important. Si je reprends l'exemple de Danone, dans l'exemple que j'ai donné de Lemonade, c'était des salariés de Danone qui coachaient les personnes prises en insertion. Et donc le fait d'être paumé, de retrouver un travail déjà, de se retrouver tout d'un coup avec un cadre Danone qui discute avec vous de votre projet de vie professionnel, c'est quand même une révolution. Enfin, c'est un atout énorme. Et inversement, pour les salariés, c'est important. J'en ai pas parlé, mais c'est une forme de partenariat. On a accompagné une très belle entreprise au Sénégal qui est la laiterie du Berger, qui est un grand succès pour faire des produits laitiers à partir du lait frais des peuls. Il se trouve que Danone s'y est engagé en tant qu'actionnaire minoritaire, mais surtout a beaucoup apporté en expertise sur la partie industrielle, sur la partie marketing. C'est des facteurs de mobilisation dans un groupe qui sont très importants et une valeur ajoutée énorme pour la petite PME. Et pour revenir donc au cas qui ne marche pas, c'est le partenariat que la VARAP a signé avec le groupe Vinci pour l'entretien des aires d'autoroute. Marché intéressant, mais où là, il a fallu que des équipes locales, à la fois de Vinci et de la VARAP, fonctionnent, cohabitent, trouvent la répartition des rôles sur des sujets très concrets, voire pas très sympathiques. Et c'est là que c'est compliqué, alors même qu'il y avait la bénédiction du directeur général du groupe qui était en relation directe avec Laurent Laïc. Donc c'est de l'opérationnel et ça demande du temps pour régler avec tous les aléas qu'on a évoqués de rotation des équipes, plutôt du côté des grosses boîtes, mais c'est aussi le cas dans les plus petites entreprises sociales. Merci Xavier. Frédéric Bardot, qu'est-ce que c'est qu'un bon partenaire? Est-ce qu'il y a un profil type du bon partenaire? Je dirais que le bon partenaire ou le bon partenariat, c'est un partenariat d'alignement où il y a pas que de l'impact et de la com, mais il y a aussi du business et il y a aussi des trucs de fond. Je sais que parfois ça fait un peu grincer des dents parce qu'on imagine une muraille de Chine et une espèce de ligne Maginot entre l'intérêt général d'un côté et puis le business de l'autre. Mais en fait, l'hybridation et les alignements d'intérêts au-delà de cette muraille de Chine qui est fiscale, hein, principalement, hein, je pense que c'est un très bon indicateur pour savoir si un partenariat va fonctionner ou pas, en dehors du côté humain dont on a déjà parlé, quoi. Et après, je suis un petit peu frustré, j'ai mis dans le chat, mais la question de la non-concurrence, là, c'est vraiment une super, super question sur laquelle on aurait pu passer un truc entier. Mais n'acceptez jamais de signer un truc de non-concurrence et de dire, si je suis partenaire de trucs, en fait, je ne peux plus être partenaire de bidule, hein. Je veux dire ça, ne rentrez jamais là-dedans, si c'est possible, bien entendu, parce que c'est vraiment délétère, quoi. Merci Frédéric. Et je vais me tourner vers Stéphanie de Beaumont parce qu'on approche bientôt de la fin de ce web débat. Et voilà, pour regarder un petit peu quelles sont dans les questions du chat que vous avez pu poser. Est-ce qu'il y en a quelques-unes, Stéphanie, qui ressortent et qu'on a besoin de poser maintenant à nos intervenants? Il y a eu pas mal de questions auxquelles Frédéric a répondu directement sur le chat. Donc, merci beaucoup, Frédéric. Il y a juste une, je pense, qui serait intéressant de partager si les gens n'ont pas lu le chat. C'est de demander si finalement ces partenariats avec des grosses entreprises sont un frein ou pas pour faire nouer des partenariats publics. Ah, Bon, Bah, bah, la parole est à François Le Picard, alors. et ça a beaucoup changé et ça continue à changer. Alors, ça dépend des pays, etc. Euh, enfin, il y a des pays comme l'Angleterre ou le Kenya où, en fait, ces partenariats sont plutôt encouragés dans une optique de s'appuyer sur le secteur privé.
d'autres pays qui sont un peu plus conservateurs sur ce sujet. Mais non, c'est loin d'être le cas, et ça dépend aussi des domaines. Bah, typiquement, dans l'insertion professionnelle, non, c'est considéré comme un atout puisque le cœur, c'est l'emploi. Donc, c'est un très bon modèle. Euh, là où ça peut poser un problème, c'est dans le clash des institutions. C'est-à-dire que les gouvernements sont des institutions, ils ont une façon formatée de faire les choses. Les corporates aussi sont des institutions et ils ont aussi des façons formatées de faire les choses. Typiquement, un des énormes problèmes dont on n'a pas parlé, qu'on rencontre dans les alliances, c'est le sujet de la rentabilité. Parce que la façon dont les entreprises mesurent leur rentabilité est pour des raisons d'exécution évidentes, très formatées, ne correspond pas nécessairement à la bonne mesure doit prendre une jeune venture sociale pour mesurer sa rentabilité, notamment parce que la mobilisation du capital n'est pas la même, etc. Donc, on peut pas et donc, redéfinir les critères d'évaluation du succès sur la partie financière avec l'entreprise n'est pas toujours très facile à faire parce que la fonction financière est un système qui irrigue les entreprises d'une façon très autoritaire, puisqu'elle a une vocation de contrôle, mais nécessaire. C'est-à-dire que si vous travaillez, par exemple, je vais donner un exemple stupide, mais si vous travaillez à fournir des biens de première nécessité fabriqués de façon artisanale avec une très faible marge, votre rentabilité apparente est très faible à l'aune des critères de mesure de l'entreprise, mais comme vous mobilisez très peu de capital, en fait, elle est très bonne. Et donc, arriver à construire un dialogue sur ce sujet-là, sur ce sujet de la gestion de la performance, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur clé, et être capable de challenger le modèle, en général très rigide, que va imposer la grande entreprise, c'est un sujet très important. Et on a le même problème du côté des institutions publiques qui ont une façon, par exemple, de caper, euh, par exemple, les rémunérations ou de regarder le détail de la façon d'opérer, qui sont évidemment anathèmes pour les grandes entreprises, mais ce qui vous regarde, qui peut aussi créer des frictions. Donc, et ce sont deux grilles de lecture qui sont totalement autistes. Donc, à les faire s'accorder n'est pas toujours très facile. Mais je pense que Frédéric peut en parler encore beaucoup mieux que moi. Ouais, ben, je veux bien aussi la réponse de Frédéric, effectivement. Sur la collaboration avec les acteurs publics? Oui, Oui, Bah, nous, on a un biais de recrutement, parce que c'est vrai que dans la formation professionnelle, c'est vraiment une logique paritaire, gérée par des syndicats, du patronat et des salariés, sur présentation d'une promesse d'embauche, on a des financements publics, et l'entreprise doit être présente dans le tour de table, et le travail de France Travail, c'est autant d'aider les demandeurs d'emploi à trouver un job que d'aider les entreprises à trouver des demandeurs d'emploi. Donc là, on est vraiment dans une hybridation au sein même de la politique publique. Donc pour nous, il n'y a pas de côté malsain. C'est ce que je disais un peu dans le chat, c'est plutôt la réputation de grands acteurs de la tech d'origine américaine qui peut faire peur à certains acteurs publics. Mais là encore, le fait qu'on se soit prémunis d'être des bébés Microsoft qui ne formons qu'à des technologies Microsoft, bah ça nous prémunit de tout risque idéologique de pushback, hein, de la part d'un acteur qui pourrait dire, bah attendez, nous on préfère travailler avec, je sais pas, Capgemini qui est français plutôt qu'avec Microsoft qui est américain. Donc, c'est vrai que nous, on n'a pas trop ce genre de choses, mais on peut l'avoir en interne. On peut avoir en interne des salariés qui disent, mais attendez, moi, je ne veux pas travailler avec Meta, avec Microsoft, avec Apple, parce que c'est des salauds d'Américains qui fliquent nos données ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà, on peut l'avoir aussi en partie prenante interne. merci Frédéric. Stéphanie, je ne sais pas s'il y avait Il n'y d'autres a questions dans le pas chat, d'autres donc on questions, approche de la fin. Oui. non répondues. De toute façon, on approche de la fin et Frédéric a répondu à pas mal d'entre elles sur le chat. Donc, je voulais vous remercier tous d'avoir été là ce matin. Je voulais remercier encore Frédéric Bardot, François Le Picard et Xavier Thoron d'avoir répondu à nos questions. Ces débats, ce 9e débat, c'est le 9e de la série qu'on organise. On a voulu en fait mieux vous faire comprendre la valeur ajoutée sociale que créent les entreprises qu'on finance. Pour ceux qui veulent investir d'ailleurs pour avoir un impact social via l'entrepreneuriat, nous venons d'ouvrir une nouvelle part au sein de Fitrust Partenaires qui porte ces investissements. Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez en parler et investir avec nous.
Ce débat, comme les précédents, sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une super bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Bonne journée à toutes et à tous. Bon courage.